On a terminé. C'est de ma part. Non, toi, tu es sûr. Bon. Je pensais que c'était venu régler une question. On était affairés là. Merci. D'accord. Donc, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur. Donc, nous allons commencer. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Oui. vous allez bien? Oui, nous allons. Oui, ça va. D'accord, donc on va devoir commencer. Tout faire pour terminer le cours sur les indicateurs aujourd'hui. Inch'Allah. La semaine passée, on s'était arrêté à quel niveau? On a fini la PF, on a fini la CPN, la vaccination. L'accouchement assisté, je crois, on a parlé de l'accouchement assisté. Hein. La césarienne, on a parlé de ça. Les SONI, on a parlé des SONI. On a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça. On attend la vaccination. D'accord. Je disais comme de la même manière que pour la PF, que pour n'importe quel indicateur à FR peut être déterminé soit par les enquêtes ou par la routine. Et très généralement, la routine et les enquêtes, ça diffère. Mais c'est les enquêtes qui donnent mieux l'information. Donc, comme on ne peut pas avoir tous les jours une enquête, on est obligé, pour pouvoir bien gérer nos programmes de santé, on est obligé d'utiliser des données de routine pour évaluer nos différents programmes. Par rapport au programme de vaccination et la côté vaccinale, si on fait l'évaluation de la côté vaccinale en routine, on prend les données de vaccination. Chez les enfants, alors si on veut évaluer la côté vaccinale au BCG chez les enfants, on prend le nombre de doses de BCG enregistrées au cours d'une période et sur le nombre d'enfants âgés de moins d'1 an pendant la période. Et le nombre d'enfants âgés de moins d'1 an est obtenu en multipliant la population totale par 4%. 4% parce que les enfants de moins d'1 an au Mali représentent 4% de la population. Donc si on a vacciné, supposons qu'on ait une population de 10 000 habitants. Donc est-ce que vous pouvez effacer le tableau? C'est des choses que vous devez voir en épidémiologie. Hein. L'épidémiologie doit parler de ces choses-là encore. Parce que pour pouvoir faire l'épidémiologie sans parler des indicateurs, ce n'est pas possible. Ama épidémiologie dans le follower. Ama c'est indicateur dans le follower. D'accord. Supposons qu'on est dans une population de 10 000 habitants. Mais POP égale 10 000. POP, oui. C'est-à-dire population de POP égale 10 000. Supposons qu'au cours d'une année, on est vacciné 500 enfants au BCG. Enfants vaccinés au BCG, enfants vac BCG, enfants vac BCG, 500. Et on demande de calculer la couverture vaccinale des enfants au BCG. Parce que ça c'est en routine. La population, on demande de calculer la couverture vaccinale pour le BCG. Donc, comment tu vas faire si tu as compris l'expression qu'on a donnée?
C'est qu'on a, par exemple, nous sommes basés sur la routine. C'est la routine, on a vacciné. On a vacciné 10 000. Le rapport de routine dit qu'on a vacciné 10 000 enfants au BCG pendant la période donnée. Pas 10 000 habitants, 500 enfants. 500 enfants. Et la population totale fait 10 000 habitants. On demande de calculer la couverture vaccinale au BCG pendant la période donnée. Bon, il faut aller un peu rapidement parce que normalement, là, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut parler. De quoi as-tu besoin dont tu ne disposes pas? Que tu dois chercher? Bon, l'idée est là, mais ce n'est pas bien dit. Professeur, Oui, je pense qu'on doit d'abord chercher le pourcentage des enfants au sein de la population. oui, le pourcentage des enfants au sein de la population, j'ai dit que d'après les données de recensement au Mali, oui. Parce que des fois, on ne vous donne pas ça. Hein? Effectivement, mais on va chercher dans la population. Comme la population est 10 000, oui. On va faire l'opération. Oui, allez-y. On vous écoute. On dit les enfants de moins de 1 an représentent 7% de la population. Très bien. C'est ce 4% que je n'ai pas donné dans l'énoncé. Effectivement, maintenant, c'est ce 4%, on peut les avoir à partir de l'information des populations, du nombre de populations. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer avec cet indicateur, que les 4% là? Qu'est-ce que nous allons calculer avec ça? C'est pour avoir la couverture vaccinale. Oui, avoir la couverture vaccinale. Oui. La population cible. Très bien. Donc, on va calculer la population cible au BCG. La population cible au BCG, c'est égal à quoi? S'il vous plaît, qui a donné la réponse? Hervé. Qui a donné la réponse? C'est pas Hervé, c'est Do Sanogo. Sanogo. Donc, comment on va calculer cette... Donne-nous comment on va calculer cette cible-là. On va chercher dans la population les 10 000 habitants. Oui. Et quand j'ai calculé, j'ai trouvé plutôt 400 habitants, 400 enfants. Donc, vous avez trouvé 400 enfants. D'accord. Comment vous avez calculé? Il faut nous aider comment vous avez calculé. 4%. Population totale multipliée par 4%. Donc, ça veut dire 10 000 multiplié par 4%. Très bien. Oui. Donc, vous faites 400 enfants. 400 enfants. Là, c'est compris. Donc, on calcule d'abord la population, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'on devrait vacciner normalement. Donc, ça fait 10 000 multiplié par 4%, ce qui fait 400. 400 enfants. Maintenant, avec cette information, déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu t'attendais à vacciner 400 enfants. Et tu as vacciné 500. Quelle est la quantité vaccinale au BCG? C'est 100 et quelques pourcents. Parce que, excusez-moi là. Oui, qui a demandé la parole? C'est Do. Nombre d'enfants vaccinés par... S'il vous plaît, c'est qui? Do. Oui. Hein? Brouhaha, Il faut parler un à un parce que ça va faire un peu de brouhaha. Non, je pense qu'il y a des micros ouverts. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre le micro et construire ensemble? On est déjà en retard, hein? Oui. Oui, professeur. Si c'est 400 enfants, 400 enfants, ça donne le pourcentage 100% annuel. 500 enfants va donner X. Donc, X sera égal maintenant à 400. Oui. X sera 400 multiplié par. le public est très simple. On s'attendait à avoir 400 enfants.
On a vacciné Oui, 500. on a eu 500. On fait les 500 divisé par 400. Ça fait la Très bien. couverture. Voilà. Donc, la couverture vaccinale, ça fait Merci. 500 divisé par 400. 400. 80. Ça fait Et ça. tu as fait une femme. Et tu le balles, tu as fait femme. Tu as compris? C'est 100. Si tu as compris là-bas, 125. s'il vous plaît. Ceux qui sont allés là, il faut attendez, parce que on a quelqu'un qui n'est pas de la santé, bon, lui, il a un peu de difficulté, quoi. Ok. Il n'est pas de la santé. Mais normalement, il est sociologue, c'est nos parents. Nous, bon, mais comme il n'est pas dans le public aussi. Sinon, les services sociaux interviennent bien dans la vaccination. Maintenant, tu as 400 francs. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour le reste? Voilà, c'est ce que je suis. Mais c'est toi qui es au tableau et le camp à comment. Il y a un numéro comment. Il y a un numéro comment. Et mon comment, il y a un numéro comment. Sinon, non, c'est toi qui dois parler. Donc, je dois faire la couverture vaccinale. Très bien. Allez-y, comment tu calcules ça maintenant? La couverture vaccinale, donc ça revient à prendre 500 enfants divisé par 400. Très bien. Ah, c'est vrai. Multiplié par 100. C'est un pourcentage. 125%. C'est combien? 5 divisé par 4, ça veut dire. Qui a calculé? Ça fait 125%. 125%. Oui, c'est ça. 125%, très bien. Donc, ça veut dire qu'on a 125% de couverture vaccinale. Vaccinal en BCG. Ceux qui sont dans le public sont vraiment habitués à de tels indicateurs. Si on vous demande de calculer les indicateurs et que vous avez un indicateur pareil, et qu'on vous demande de commenter, quel commentaire vous pouvez faire? Qui peut commenter sur cet indicateur-là? Donc, ça veut dire que le dénominateur n'est pas bon. Ça veut dire que le dénominateur n'est pas bon. Ouais. Quelles sont les faiblesses au niveau du dénominateur? La population cible. Oui. C'est-à-dire qu'on ici, on peut s'il vous plaît, sous-estimer. Ici, soit, oui, professeur, je peux parler? Oui, allez-y. Ici, soit peut-être la population est sous-estimée. Une raison, très bien. Ouais, ou soit il a vacciné les enfants hors air qu'il a ajouté à son aide à sa population. Il a vacciné les enfants hors air qu'il a vacciné, qu'il a ajouté à hors air qu'il a ajouté à sa population. Voilà. Ensuite, une autre raison. Donc, soit la population générale est sous-estimée, ou bien il a vacciné des hors air qu'il a ajouté à sa cible. Ça a été mal comptabilisé. Les vaccinateurs ont mal collecté les données. C'est possible aussi. Ça peut être une erreur de pointage. Une erreur de collecte. Une erreur de pointage. Très bien. Ensuite, là, non? C'est-à-dire? Alors, professeur. Oui, attendez. Allô? Quand une population, par exemple, allô, professeur? S'il vous plaît, Jara a la parole d'abord. J'ai vacciné les enfants dans une localité où j'avais eu beaucoup d'enfants. Oui. Le deuxième tour, c'était pas plus la période hivernale. Quand je suis venu, je n'ai même pas trouvé le cas des enfants. Donc, j'ai rapporté les données, j'ai dit que vraiment, moi, je ne comprends rien. Et on m'a fait savoir que c'est des populations qui viennent souvent pour l'hivernage, faire l'agriculture. Après, j'ai dit ça, c'est donc, ça, c'est ce qu'on appelle les populations flottantes. Flottantes qui ne sont pas de la localité. Ils ne sont pas de la localité, ils viennent pour une raison donnée. Et c'est très fréquent
dans certaines zones, si on prend les zones de paillage, par exemple, tu vas trouver des villages tout fabriqués qui sont plus gros que le village d'origine même. Une fois, moi, je suis allé à Kalana. Il y avait un gros village qui était à Kalana, qui était 10 fois plus gros que Kalana même. Ils viennent de partout. La Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali, un peu partout du monde. Et si vous vaccinez dans de telles situations et que vous ne faites pas la part des choses, vous pouvez avoir des indicateurs biaisés comme cela. Et ça, c'est des indicateurs très normalement, très fréquents dans le PM. Hein. Très fréquents dans le PM. Et quand on a des indicateurs pareils, ça ne permet pas de prendre des décisions. Parce que chaque fois qu'on a un indicateur supérieur à 100%, on a beaucoup de questions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si la chose qui ne va pas peut être liée à vous-même, ou bien il peut avoir sa source ailleurs. Mais ça, c'est des choses très fréquentes dans le PM au Mali. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple sur le BCG, parce que c'est très fréquent pour le BCG, comme c'est le premier vaccin. Donc ça, c'est la façon de calculer la couverture vaccinale quand on est en routine. Maintenant, supposons qu'on est en enquête. Si on est en enquête, la seule personne l'avait déjà épluché, il faut que tous les enfants, parce que ça c'est ce qu'on appelle les calculs de cohorte. Ça aussi, les calculs de cohorte, on va vous apprendre aussi en épidémiologie. Les calculs de cohorte, ça veut dire qu'il faut que le dernier enfant ait la chance d'avoir tous les vaccins. Une fois que dans le numérateur là, une fois qu'il y a un enfant qui est un âge qui ne lui permet pas d'avoir tous les vaccins. C'est ce qui fait que quand on fait la couverture vaccinale, quand vous voulez calculer la couverture vaccinale au cours d'une enquête, on recule. Si on est en 2001, on va aller jusqu'en 2019. C'est là, le dernier enfant doit être né en décembre 2019. L'enfant né en décembre 2019, en janvier 2021, a l'âge d'avoir tous les vaccins. Si cette condition n'est pas remplie, vous allez faire des faux calculs. Donc maintenant, quand vous allez dans un ménage, à ce moment, vous allez demander les pièces de tous les enfants nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Parce que la couverture vaccinale se fait sur la base des pièces, la carte de vaccination. Donc vous allez demander les cartes de vaccination de tous les enfants nés de telle période à telle période. Mais avant la carte de vaccination, vous allez prendre les choses, le carnet de famille d'abord. Le carnet de famille pour recenser tous les enfants, parce que c'est le recensement des enfants là qui va donner le déterminateur. Donc vous allez prendre le carnet de famille pour recenser tous les enfants dans la famille qui sont nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Après ce recensement, vous leur dites, bon, voilà les enfants qui sont nés dans votre famille et qui nous concernent. Amenez-nous les pièces de vaccination, la carte de vaccination. Donc, un enfant qui n'a pas la carte de vaccination, d'emblée, il est considéré comme non vacciné. Même si la mère dit que l'enfant a été vacciné, quand on est en train de faire la couverture vaccinale sur cette base, on dit l'enfant n'est pas vacciné. Donc maintenant, on va voir les sous-étapes maintenant. Sur la carte de vaccination, voir est-ce que les délais ont été respectés. C'est-à-dire, si c'est un vaccin avec plusieurs passages, est-ce qu'entre la première dose et la deuxième dose, il y a eu les 4 semaines? Est-ce qu'entre la deuxième dose et la troisième dose, il y a eu les 4 semaines, etc. Et on va obtenir les enfants, on peut obtenir des indicateurs. Enfant complètement vacciné, ça veut dire l'enfant a reçu tous les antigènes, mais est-ce que l'enfant a été complètement vacciné?
Mais est-ce que l'enfant a été correctement vacciné? Maintenant, si on remarque l'enfant, entre les passages, les délais de 4 semaines n'ont pas été respectés, on va dire que l'enfant a été complètement vacciné, mais n'a pas été correctement vacciné. Aussi, on voit aussi les âges. On dit le BCG, c'est à l'âge de 9 mois, par exemple. Si on a dit le BCG avant, pas BCG, le vaccin contre la rougeole, c'est 9 mois. Le vaccin contre la fièvre jaune, c'est 9 mois. Si on voit que l'enfant a reçu ces vaccins avant l'âge de 9 mois, l'enfant sera considéré comme complètement vacciné, mais pas correctement vacciné. Ça, c'est des données qu'on calcule quand on fait les enquêtes. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles dans la routine. Mais quand on fait les monitorages, c'est possible. Dans le monitorage, on prend tous les supports aussi. Donc voilà la différence entre les indicateurs avec les données de routine et les indicateurs en enquête. Sur chaque indicateur que nous calculons, quand même pour les services, que ce soit la CPN, que ce soit la vaccination, que ce soit les accouchements, on peut les calculer avec les données de routine, on les calcule avec les données d'enquête. Quand même pour la vaccination, on est obligé de passer de faire le calcul de cohorte. On peut continuer. Jabi. Maraké, il y a Jabi ça. Calcul de cohorte, ça veut dire que c'est le nombre de personnes nées entre une date et une autre date. C'est ça qu'on appelle la cohorte. En épidémiologie, c'est la cohorte. Avec une épidémiologie là-haut. Donc, là, ça a peut-être à ma effort. Hein? Donc, voilà. Maintenant, ça, c'était par rapport au PEV. Professeur? Oui? J'ai une question par rapport au calcul des cohortes. Allez-y. Au niveau du numérateur, je ne sais pas, dénominateur. Oui. Je disais qu'il faut que l'enfant ait un âge qui ne peut pas recevoir tous les vaccins ou bien qui peut recevoir tous les vaccins. Je n'ai pas compris cette partie-là. J'ai pris l'exemple pour le PEV. C'est ce qu'on appelle calcul de cohorte. Ça veut dire que le dernier enfant doit avoir l'âge d'avoir tous les... Parce que l'âge d'avoir tous les enfants, le dernier enfant de la cohorte doit avoir l'âge de recevoir tous les vaccins pour qu'on puisse dire qu'il est vacciné ou bien il n'est pas vacciné. Pour qu'on fasse ce calcul de cohorte, c'est pour ça que tu vas prendre un enfant qui vient de naître. Si un enfant qui vient de naître, si vous le prenez dans votre calcul, vous allez le considérer comme n'étant pas complètement vacciné, alors qu'il n'a pas l'âge de recevoir tous les vaccins. Il n'a l'âge que de recevoir que le BCG, parce qu'il vient de naître. Oui, le BCG se fait à la naissance. Oui. Disons, le BCG peut se faire à la naissance. Donc, si vous prenez cet enfant dans votre calcul, et si vous avez beaucoup d'enfants comme cela dans votre calcul, vous allez avoir un indicateur très faux, très loin de la réalité. L'enfant, les enfants que vous avez mis dans votre corps, l'ensemble n'ont pas l'âge d'avoir tous les vaccins. Et pour qu'on ait l'âge d'avoir tous les vaccins, il faut que l'enfant, le dernier enfant ait 1 an à la date où on fait l'enquête. Parce qu'on dit de vacciner avant le premier anniversaire. Donc, ça veut dire que l'enfant doit être vacciné avant qu'il n'ait son premier anniversaire. C'est pour cela qu'on prend une cohorte de 1 an. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, professeur. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci. D'accord. Sinon, dans d'autres domaines aussi, on fait le calcul de cohorte. Pour ceux qui ont travaillé dans le domaine de la lèpre, là aussi, pour calculer les taux de guérison, comme là aussi, on fait le calcul de cohorte. La lèpre, il y a des traitements de 6 mois, il y a des traitements de 24 mois. Vous voyez? C'est en fonction de la forme.
Il y a la forme possipastillaire, il y a la forme multipastillaire. Bon, comme la LEP n'est pas la SR, je pense que c'est un mauvais exemple. La LEP n'est pas. Mais c'était pour donner un autre exemple de cohorte. Et même pour la tuberculose aussi, on fait le calcul de cohorte. Parce que quelqu'un qui vient de commencer le traitement, si vous voulez calculer le taux de guérison, il faut que le dernier qui a été enregistré ait eu le temps nécessaire d'avoir toutes les doses du traitement. Donc, si vous enregistrez un malade aujourd'hui pour la tuberculose, bon, la tuberculose, je n'ai plus une idée sur la durée de traitement, donc je vais prendre peut-être la LEP. Vous enregistrez un malade aujourd'hui à la LEP, où le traitement fait 6 mois, il faut que le malade en question ait eu d'avoir les 6 mois de traitement. Donc, un malade qui a été enregistré aujourd'hui ne va pas faire partie d'autres cohortes. Donc, vous allez dire que je vais prendre les malades que j'ai enregistrés de telle période à telle période. Donc, le dernier malade là que vous avez enregistré doit avoir la chance d'avoir tous les traitements. Si tel n'est pas le cas, un malade que vous avez enregistré aujourd'hui, parce que le traitement c'est mensuel, il n'aura qu'une seule dose. Et si vous le prenez, vous allez dire qu'il n'est pas, il n'est pas terminé le traitement, alors qu'il n'a pas eu l'âge, il n'a pas eu le temps nécessaire de terminer le traitement, parce qu'il vient de commencer. Dans ça, des choses qu'on appelle le calcul de cohorte. Mais on va passer parce que celui qui cherche de faire épidémiologie va parler de long en large de ce calcul de cohorte. Maintenant, on va parler un peu des indicateurs d'impact. Jacarda. Les indicateurs d'impact. Les interventions des services de santé ont pour but d'améliorer l'état de santé des populations. Cette amélioration se mesure en termes de morbidité, mortalité, natalité et de fécondité. Qu'est-ce que la morbidité? La morbidité, c'est le taux de décès. Je dis morbidité. Il faut que tu fasses attention parce que il y a des faire de la casserole. Parce que les aides sociales qui peuvent faire cette formation-là, c'est les sociales qui ont collaboré avec la santé. Mais ça veut dire que tu n'as pas collaboré avec la santé. Avec les malades. Peut-être avoir un faux diplôme. Mais moi, je crois que tu as le niveau du diplôme. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de cas sociaux. Comme la santé travaille avec le social. Moi, j'étais médecin, lorsque j'étais à la direction régionale de la santé, on a tout, par rapport au PEP, on a tout travaillé avec le social. Les aides du social calculent les indicateurs au même titre que les aides de la santé. On va donner la foi. D'abord, la santé, mais si tu n'as pas collaboré avec le social, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Parce que, à moi, nous sommes une faute à mener. Pour ça, le langage vernaculaire de la santé publique. Hein. C'est le langage de la santé publique. Donc, pour pouvoir faire santé publique, il faut. C'est le langage de la santé publique. Morbidité, c'est fait bien, du bien même à t'as dit qu'il faut que tu t'intéresses à de telles choses-là. Du bien, tu es là ce jour-là. Donc, la morbidité, c'est sur quelque chose qui est lié aux maladies. La mortalité, c'est les décès. La natalité, c'est les naissances. La fécondité, ça, c'est le fait de pouvoir avoir une grossesse. Ça, c'est la fécondité. Donc, les indicateurs d'impact, en matière de santé, la santé de la reproduction, les indicateurs d'impact se mesurent en termes de morbidité, de mortalité et natalité et de fécondité.
Yara, est-ce que tu peux me parler d'un indicateur de morbidité? Comment on mesure la morbidité? D'une façon générale, comment on mesure la morbidité? C'est le cas d'une affection. Oui. Le nombre de cas d'une affection. Oui. Dans une période donnée. Si on prend le poids par rapport à la morbidité du paludisme, c'est le nombre de cas de paludisme sur la population. D'accord, voilà, on va aller. Peut-être Anaya. Bon, Yara, lis au tableau. La morbidité est la mesure de la fréquence de la répartition de la maladie dans la population. Pour faire cette mesure, on utilise l'incidence ou la prévalence. Ça, des choses que vous avez déjà vu en épidémiologie. L'incidence, la prévalence, vous avez déjà vu ça. Donc, la morbidité, c'est la mesure de la fréquence et de la répartition d'une maladie au sein d'une population. Et il y a deux indicateurs qu'on utilise pour cette morbidité, très généralement. Il y a l'incidence et la prévalence. C'est les deux indicateurs qu'on utilise fréquemment pour mesurer la morbidité au sein d'une population. Hervé, est-ce que Hervé est en ligne? Hervé n'est pas en ligne. Dos à nouveau. Dos à nouveau. Ah, on est là? Lisez au tableau. L'incidence est le nombre de nouveaux cas survenus dans une population donnée pendant une période donnée. La prévalence est le nombre de nouveaux et d'anciens cas survenus à un moment donné ou pendant une période dans une population. Donc voilà, l'incidence s'intéresse aux nouveaux cas. Et la prévalence s'intéresse aux nouveaux et anciens cas. Je prends un exemple. Supposons que dans une population, il y a eu, bon, pour l'incidence, je vais prendre quelle maladie? Bon, je vais prendre la lèpre, par exemple. Supposons que dans une population, vous êtes en train de voir le la gestion de la lèpre. Non, on a SR, c'est quelque chose qui est adapté à la SR. La SR, je prends la rougeole par exemple, ça c'est les enfants. Donc vous êtes en train de voir, de suivre la rougeole au sein d'une population d'enfants. Donc ici, vous allez dire, pour calculer l'incidence, vous allez prendre tous les cas, c'est-à-dire tous les nouveaux cas. Donc, supposons que vous soyez, parce que la rougeole, c'est un mauvais exemple, parce que la rougeole, c'est une maladie à courte durée, quoi. Pour la rougeole, la prévalence est égale à l'incidence, parce que c'est une maladie à courte durée. Professeur? Parce que très généralement, pour la rougeole, il n'y a que les nouveaux cas. Professeur? On prend le VIH-Sida. Oui. Voilà. Le VIH-Sida. Ah, d'accord, on prend le VIH-Sida, très bien. Supposons qu'on a le VIH-Sida. Merci beaucoup. Ça, c'est un bon exemple qui colle à la SR. Supposons qu'on a le VIH-Sida. Donc, pour avoir l'incidence, vous allez voir, supposons qu'on est en 2021, on est en 2021. Donc, l'incidence du VIH-Sida 2021, c'est tous les cas qui vont attraper le VIH-Sida au cours de l'année 2021. Tous les cas qui vont attraper le VIH-Sida au cours de 2021 vont constituer l'incidence. Maintenant, la prévalence, c'est ce qui a attrapé le VIH-Sida avant 2021.
Comme c'est une maladie à longue durée, donc la prévalence, vous allez ajouter les nouveaux cas aux anciens cas. Ça donne la prévalence. Merci pour celui qui a fait la proposition du VIH-Sida. C'est une bonne proposition. Donc, pour le VIH-Sida, l'incidence en 2021, c'est-à-dire tous ceux qui auront attrapé le VIH-Sida en 2021 vont constituer l'incidence. Maintenant, la prévalence, c'est tous ceux qui ont attrapé avant 2021, mais qui sont en train de vivre encore quand même. Ils ont attrapé la maladie avant 2021, mais ils vivent encore, donc ça c'est la prévalence. Donc on va ajouter les anciens aux nouveaux pour avoir la prévalence. Est-ce que la nuance est claire entre incidence et prévalence? Professeur. Oui. Ça a divisé par... Oui, bon, il y a le dénominateur qui est là. Voilà. Comme ça, c'est des choses qui sont très connues de vous. À part Diagala, qui est la seule personne à faire exception là. C'est ça, des choses, bon, c'est pour cela. Dans certains documents, on parle de taux de prévalence ou de taux d'incidence, mais dans beaucoup de documents d'épidémiologie maintenant, dès qu'on dit incidence ou prévalence, ça veut dire que c'est en pourcentage. Ça va? Mais dans les anciens documents, on dit, quand on dit incidence, ça c'est le chiffre brut. Quand on dit prévalence, c'est le chiffre brut. Ça, c'est dans les anciens documents d'épidémiologie. Mais les nouveaux documents, quand on dit incidence, il faut s'attendre à donner un rapport, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. Oui, Diagalia, tu voulais poser une question? Oui. 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 Oui, uniquement. Oui. Très bien. Oh, oui. Mais en épidémiologie, vous allez voir beaucoup. En épidémiologie, on parle de prévalence instantanée. Il y a beaucoup de prévalence à calculer. Il y a la prévalence, parce que surtout pour les maladies longue durée là, la prévalence instantanée est différente de la prévalence des périodes. Parce que dans la prévalence des périodes, on prend la contribution de chaque maladie au calcul. Combien de temps il a fait étant malade? Combien de temps supposons que quelqu'un a commencé sa maladie à la date d'aujourd'hui, il est guéri 10 jours après. Mais un autre a commencé avant, il a fait 11 jours de maladie. Tout ça, c'est des éléments qu'on prend en compte dans la prévalence des périodes. Mais ce sont des notions que vous allez voir en épidémiologie, n'êtes pas au courant. Mais ici, l'incidence de la prévalence, c'est ça qui me suffit. La mortalité. La mortalité brute est l'ensemble des décès survenant dans une population pendant une période donnée. Il existe des taux bruts de mortalité, TBM, et des taux spécifiques de mortalité. Le taux brut de mortalité égale le nombre de décès sur la population totale multiplié par cas. Ça, c'est la mortalité. Le cas, ça peut être 1000, ça peut être 100, on va le voir. Donc, la mortalité, c'est les décès survenant au sein d'une population. Et il y a des taux spécifiques de mortalité et le taux brut de mortalité. Et la formule qui est au tableau, c'est la formule du taux brut de mortalité qui correspond au nombre de décès pendant une période sur la population totale pendant la même période, multiplié par un coefficient multiplicateur. Et très généralement, le coefficient multiplicateur pour la mortalité, c'est 1000. Elle est exprimée très généralement, la mortalité est exprimée en 1 pour 1000. Maintenant, on va continuer. Toujours pour la mortalité. La mortalité maternelle est le nombre de décès attribuables à la grossesse, l'accouchement et les suites de couches au cours d'un intervalle de temps donné rapporté au nombre de naissances vivantes. Elle s'exprime en pourcentage
1 pour 100. 1 pour 100 000. 1 pour 100 000 naissances vivantes. Et c'est 1 pour 100 000 naissances vivantes. Donc, comme on a dit qu'il y a le taux brut de mortalité, il y a aussi le taux spécifique de mortalité. Donc, ça, c'est un exemple de taux spécifique de mortalité. Donc, ça, c'est une mortalité spécifique aux femmes. Or, le taux brut de mortalité intéresse tout le monde. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit enfant, qu'on soit personne âgée, le taux brut de mortalité, c'est l'ensemble des décès survenant dans une population, quel que soit l'âge. Or, la mortalité maternelle est une mortalité spécifique liée à la grossesse, à l'accouchement et au cycle de couche. Et dans un cours précédent, j'avais dit que normalement, le dénominateur devrait être le nombre de grossesses pendant la période. Mais il n'est pas facile d'avoir le nombre de grossesses. C'est pour cela qu'on a pris le nombre de naissances vivantes. Parce que ça, c'est un indicateur qu'on calcule pendant les enquêtes. Donc, pendant les enquêtes, il n'est pas facile, sinon il est pratiquement impossible d'avoir le nombre de grossesses pendant une période donnée. Le nombre de grossesses survenues pendant une période donnée. C'est pour cela qu'on a pris le nombre de naissances vivantes. Et elle est exprimée à tort 1 pour 1000. Donc, normalement, est-ce que ça obéit aux conditions d'un pourcentage? Je prends un Hervé. Hervé, vous la connaissez normalement, le concept. Oui, professeur. Hervé, Oui, est-ce que la mortalité maternelle obéit aux conditions des pourcentages? Ce qui est affiché au tableau, est-ce que ça obéit aux conditions principales des pourcentages? Non, ça n'obéit pas. Oui, pourquoi ça n'obéit pas? Bon, selon ce que vous venez d'expliquer, oui. Le fait qu'on n'est pas sûr de trouver de pouvoir connaître le nombre total de grossesses dans une population et qu'on va tout simplement avec le nombre, le dénominateur comme nombre de décès, disons, nombre de grossesses et de naissances vivantes, disons. Donc, voilà. en 2 mots, qu'est-ce qui manque pour que ce soit, un pourcentage? Qu'est-ce qui manque? Là, qu'est-ce qui manque pour que ça obéisse? Ce qui va manquer, c'est... Professeur? Oui, pour que ça puisse obéir, il faut que nous puissions... Allô? D'accord. Hervé, Mohamed veut vous aider. Mohamed, vous avez la parole. OK. Je vais me jeter seulement. Mohamed a la parole. Oui, je vais me jeter seulement, professeur. OK. Oui, allez-y. Moi, ici, je pense que c'est dû au fait que ici, le numérateur sera forcément différent du dénominateur. Donc, le numérateur n'appartient pas au dénominateur. Exactement. Donc, vous voyez, c'est un indicateur. De façon conventionnelle, on l'exprime en pourcentage, mais ce n'est pas un pourcentage. On a plutôt un ratio. Et dans certains documents, vous avez, il y a certains documents qui disent, au lieu de dire taux de mortalité maternelle, dans certains documents, vous allez voir un ratio de mortalité maternelle. C'est ça qui est la vraie appellation normalement. Donc, quand vous dites un ratio de mortalité maternelle ou bien quand on dit taux de mortalité maternelle, c'est la même chose, mais c'est un ratio de mortalité maternelle qui est la bonne appellation. C'était un ratio, c'est pas un pourcentage. Parce que oui. D'accord. Donc, ici, dans beaucoup de documents actuellement, on dit un ratio de mortalité maternelle. Mais dans d'autres, on continue à dire taux. Donc, quand vous dites taux ou bien ratio, il faut retenir que c'est un ratio qu'on appelle à tort taux.
C'est la nuance que je voulais faire comprendre. Donc ici, c'est plutôt un ratio parce que au numérateur, on a des décès des femmes et au dénominateur, on a des naissances vivantes. Vous voyez? Totalement différent. On va continuer. La mortalité infantile est le nombre de décès survenus chez les enfants de moins d'1 an rapporté au nombre de naissances vivantes. K égale 1000. Donc ici, K égale 1000. Donc, un autre indicateur en SR, c'est la mortalité infantile. Infanto-juvénile est le nombre de décès survenus chez les enfants de moins de 5 ans rapporté au nombre d'enfants de moins de 5 ans. Elle s'exprime aussi en 1000. Donc, vous voyez, la mortalité infantile, c'est les décès qui surviennent avant le premier anniversaire. Donc, tous les enfants qui sont nés vivants, même s'ils ont fait une seconde de vie et qu'ils meurent après, ils sont dans le numérateur. Mais il faut faire attention pour ne pas prendre les morts-nés. Les morts-nés ne sont pas dans ça. Non, on va voir après. Là, la mortalité-naissance. Donc ça, c'est les enfants qui sont nés vivants, mais qui décèdent avant leur premier anniversaire. Divisé par le nombre de naissances vivantes pendant la même période. Et elle est exprimée pour 1000. Donc ça veut dire que le coefficient multiplicateur est égal à 1000. Et la mortalité infanto-juvénile, c'est les décès qui surviennent avant l'âge de 5 ans. C'est-à-dire les enfants qui sont nés vivants, mais qui naissent et qui meurent avant leur 5e anniversaire. Sur le nombre total d'enfants de moins de 5 ans. On peut continuer. Y a-t-il des questions? D'accord. Ah, ça va, professeur. Ça va. Maintenant, attendez, je vais prendre. Dos à nouveau. Oui. Oui. Lisez au tableau, s'il vous plaît. OK. La mortalité néonatale, et ça, des indicateurs d'impact, non? Oui, oui. La mortalité néonatale est le nombre de nouveaux-nés décédés entre 0 et 28 jours de vie, rapporté au nombre de naissances vivantes. Très bien. La mortalité-naissance est l'ensemble des morts-nés au cours d'une période rapportée au total des naissances pendant la même période dans une population. Donc, la mortalité néonatale, c'est les décès entre 0, mais tout ça, c'est toujours le nombre de ça, c'est toujours les enfants qui sont nés vivants. Oui. La mortalité infantile, il faut que l'enfant soit né vivant. Mortalité néonatale, il faut que l'enfant naisse vivant. Les enfants qui sont nés vivants, mais qui meurent avant leur 28e jour. C'est ce qu'on appelle mortalité néonatale. L'enfant est né vivant, mais il est décédé avant son 28e jour. Il est né vivant, il peut mourir le même jour, ça veut dire qu'il va mettre 0 jour. Il peut être né vivant, il meurt le même jour. Donc ça va de 0 à 28 jours. Donc, tous les enfants qui naissent vivants et qui meurent avant leur 28e jour sont ce qu'on appelle la mortalité néonatale. Et dans cette mortalité néonatale, attendez si je vais terminer, dans cette mortalité néonatale, on parle de mortalité néonatale précoce et de mortalité néonatale tardive. La mortalité néonatale précoce, ça c'est avant la première semaine. Avant 7 jours. Avant 7 jours. Ouais. La mortalité néonatale tardive, ça c'est de la première semaine à 28 jours. Oui, la personne qui demandait la parole pour la question, elle peut poser la poser maintenant. C'était qui? Oui. C'est moi qui voulais la parole. Oui, Hervé. Là, oui. Donc ici, c'est exprimé en pourcent ou en pour 1000? C'est pour 1000. Oh, OK. D'accord. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que la mortalité néonatale
n'est pas couvert par Donc, si on arrive à réduire de façon importante la mortalité néonatale, on va réduire en même temps sur la mortalité infantile. Parce qu'une bonne partie de la mortalité infantile se produit pendant la période néonatale. Effectivement, c'est ça. C'est 40%. Hein. Alors, professeur. Je ne sais pas les chiffres à la tête, mais quand une grande partie des décès avant l'âge d'un an, c'est 40%. Avant un mois, hein, c'est 40% de tous les décès maternels, de tous les décès infantiles. Donc, pour répondre à la question, la néonatale est bien inclus dans l'infantile. Parce que ça fait partie des enfants de moins d'un an. Mais il est important, parce que ça, c'est des calculs pour pouvoir faire une analyse fine. Parce que quand vous calculez l'infantile, sans calculer la néonatale, vous risquez de passer à côté de la vraie cause du décès. Donc, calculez l'infantile d'abord, après vous calculez la néonatale, et ça vous permet de prendre des directives pour pouvoir juger sur la néonatale. Oui? Professeur? Oui, allez-y, Hervé. Voilà, pour un peu vous soutenir dans votre raisonnement, vous avez touché le mot cause. Voilà, en les cédant, vraiment, ça permet de situer bien la cause de ces décès. Un enfant qui est décédé à 1 jour après naissance ou bien 7 jours après naissance, c'est tout à fait différent. Peut-être un enfant qui est décédé à 5 ans ou 4 ans. Donc, parfois, les causes des décès ne sont pas les mêmes. Et quand on doit interroger une femme qui dit, par exemple, que mes enfants décèdent, voilà, qui vient par exemple en consultation et qui, pour désir d'enfant, et qui dit, bon, mes enfants décèdent après l'accouchement, ou bien tu vas lui poser la question à quel âge, si c'est tout juste. Donc, vraiment l'intérêt de scinder les deux indicateurs. Merci, professeur. D'accord, merci pour le commentaire. Maintenant, la mortalité-naissance, ça c'est le décès, ça c'est l'ensemble des morts-nés. Vous voyez, mortalité-naissance, c'est les morts-nés. Les enfants qui ne sont pas nés vivants. L'accouchement s'est produit et la personne qui a fait l'accouchement, automatiquement s'est rendu compte que l'enfant n'est pas né vivant. Mais même si l'enfant a fait 1 seconde de vie, elle est dans la néonatale, mais pas dans la mortalité-naissance. Parce que mort-né, l'enfant est né mort. Il n'a pas même fait 1 seconde de vie. Donc, l'ensemble des enfants nés morts rapporté à l'ensemble des naissances de la période. Vous voyez ici, le dénominateur, c'est l'ensemble des naissances. Or, la néonatale, c'est les naissances vivantes. L'infantile, c'est les naissances vivantes. Mais la mortalité-naissance, c'est l'ensemble des naissances. Le total des naissances pendant la période. Que l'enfant soit né vivant ou mort-né, il est au dénominateur. Donc, obligatoirement, on ne peut pas prendre ici uniquement les enfants nés vivants, parce que vous allez prendre les enfants nés vivants, vous allez biaiser. Parce que ce qui est au dénominateur, c'est les enfants morts-nés, et au dénominateur, si vous mettez uniquement ceux qui sont nés vivants, ça veut dire que c'est biaisé. Donc, la mortalité-naissance, c'est l'ensemble des morts-nés sur l'ensemble des naissances pendant la période. Maintenant,
La mortalité périnatale correspond à l'ensemble des morts-nés et des décès des nouveaux-nés âgés de 0 à 7 jours dans une année donnée sur l'ensemble des naissances. Donc, vous voyez ici on dit mortalité périnatale, c'est-à-dire la mortalité autour de la naissance. Péri, ça veut dire autour. L'ensemble des décès autour de la naissance. Quels sont ces décès? C'est les morts-nés et les décès d'enfants entre 0 et 7 jours, c'est-à-dire la mortalité néonatale précoce. Donc la mortalité périnatale, en d'autres termes, c'est les morts-nés ajoutés à la mortalité néonatale précoce. Lorsqu'on était à la néonatale, ça veut dire que la néonatale se divise en deux. La néonatale précoce et la néonatale tardive. La néonatale précoce, c'est dans la première semaine de la vie. Or, ici, on dit la mortalité périnatale, c'est-à-dire la mortalité qui se produit autour de la naissance. Donc, autour de la naissance, c'est le jour de la naissance jusqu'à 7 jours. Donc, dans ça, c'est l'ensemble des morts-nés plus la mortalité périnatale, la mortalité néonatale précoce. Donc, ici aussi, vous voyez que c'est l'ensemble des naissances ici. Chaque fois qu'il y a les morts-nés, c'est l'ensemble des naissances. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir pour pouvoir retenir les formules. Chaque fois qu'il y a les morts-nés, le dénominateur, c'est l'ensemble des naissances. Mais s'il n'y a pas les morts-nés, si c'est les enfants de moins d'1 an, c'est les enfants nés vivants. Si c'est la néonatale, c'est l'ensemble des naissances vivantes aussi. Si c'est les infantos juvéniles, c'est les enfants avant l'âge de 5 ans. Qui voulait poser des questions? Amadi Traoré. D'accord, on va continuer. Maintenant, on a quitté les événements malheureux, on va aux événements heureux maintenant, la natalité. Amadi. Docteur Dambélé. Oui, professeur. Est-ce que vous pouvez vous faire plaisir en lisant au tableau? Les indicateurs d'impact. La natalité. La natalité brute est l'ensemble des naissances vivantes se produisant dans une population pendant une année. Elle s'exprime en pour 1000. Le taux brut de natalité égale nombre de naissances vivantes sur population multiplié par K, K étant 1000. D'accord, très bien. Donc la natalité, le taux brut de natalité, c'est l'ensemble des naissances vivantes sur une population donnée. Et professeur? Oui, Damélé. Donc tous les indicateurs d'impact, ça c'est toujours, le cas est toujours 1000. Le choix, on va continuer, il y a certains qui ne sont pas, beaucoup d'indicateurs sont, le choix c'est pour 1000 ou bien 100 000. Ok. 1000, 10 000, 100 000. Ok. Donc la natalité, dès qu'on dit natalité, il faut penser, c'est les naissances vivantes. Donc dans un exercice, si on dit que vous avez enregistré tas de naissances, si on dit que vous avez enregistré 1000 naissances, dont 10 morts-nés, on vous dit de calculer le taux brut de natalité, ça veut dire que vous devez soustraire les 10 morts-nés de l'ensemble des naissances. Parce que la natalité ne s'intéresse qu'aux naissances vivantes. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Dès qu'on leur dit qu'il y a eu 100 naissances, et on leur dit de calculer le taux de natalité,
il ne pourrait pas se de soustraire les morts-nés. Donc, il faut toujours soustraire, si on vous donne la situation, il faut toujours soustraire les morts-nés quand on vous demande de calculer le taux brut de natalité. Ça, c'est un commentaire que je tenais à faire pour attirer votre attention par rapport aux exercices que vous allez recevoir. On a déjà écrit. Ah, d'accord. Maintenant, la fécondité. Amadi est-il en ligne? D'accord, Damele. Oui, professeur. Donc, il faut lire au tableau la fécondité. Les indicateurs n'impactent toujours la fécondité. La fécondité générale correspond au nombre de naissances vivantes d'une période à rapporter au nombre de femmes en âge de procréer 15 à 49 ans. Elle s'exprime en pour 1000. Et l'ISF mesure le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'aurait une femme en fin de période féconde dans les conditions de fécondité actuelles. La fécondité générale, c'est le nombre de naissances vivantes divisé par le nombre de femmes en âge de procréer. Et professeur, l'ISF là, je n'ai pas compris ça. Hein? L'indice spécifique de fécondité. Ah, ok. C'est un indicateur qui est très généralement calculé au cours des enquêtes EDS. Mais sincèrement, pour ne pas vous mentir, c'est un calcul qui est très, mais moi je ne connais même pas la formule. Okay. C'est un calcul qui est très mesquin. Je ne sais de vous donner l'information, mais je ne connais pas la formule de calcul. Alors, professeur? Oui. La phrase, la deuxième ligne. Il y a un mot qui est au cours. C'est où bien? Au cours d'une période. Ok, voilà. Donc, la fécondité générale, c'est le nombre de naissances vivantes au cours d'une période donnée, rapporté au nombre de femmes en âge de procréer. 15 à 49 ans. Et très généralement, on va vous donner ce que représentent les femmes en âge de procréer. Je crois que c'est 22% si je ne me trompe pas. À chaque fois qu'on vous demande de calculer la fécondité générale, il faut prendre le nombre de naissances vivantes à rapporter au nombre de femmes en âge de procréer. Supposons qu'on soit dans notre exemple ici, dans une population de 10 000 habitants, supposons qu'il y a eu 10 naissances vivantes. Et on demande de calculer la fécondité générale. Jara, tu étais sorti. On est à la fécondité générale. On est dans une population de 10 000 habitants. Et dans cette population, il y a eu 10 naissances vivantes. On vous demande de calculer la fécondité générale de cette population. Bon, c'est des exemples rapides que j'ai fait. Bon. 10 000 habitants. Oui. Quelle a la parole ici? Il faut parler pour les gens. Il y avait un problème par rapport aux femmes en âge de procréer. J'avais dit 22%. 21. J'avais dit 22%. 22%. Donc, on calcule le 22% des 10 000 habitants. Bon, il faut écrire. Professeur, dites à Diarra de parler un peu plus fort. Ah, c'est ce que je lui dis. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, au pourcentage des femmes en âge de procréer.
est égal à 10 000 multiplié par 22%. Le pourcentage, c'est le nombre de femmes en ce moment. Hein? Quel est le pourcentage? Le nombre de femmes. Ah. Donc, il est égal à 2200. 2200 femmes. Donc, le nombre des femmes, le pourcentage des femmes en âge de procréer maintenant. Le pourcentage, on t'a donné, on a dit que c'est 22%. Il a même calculé, il a dit 1000. Il a même calculé. Oui. C'est 2200. Oui. Ah. C'est le nombre de femmes en âge de procréer. J'avais dit que dans cette population, il y a eu 10 naissances vivantes. On te demande de calculer la fécondité générale. Voilà, la fécondité, oui. Générale. 10. C'est 10 sur 2200. C'est égal à le nombre de 10 sur les 2200. 2200. 4,5 pour 1000. Par 1000. Multiplié par. Ne faut jamais oublier ce coefficient. Hein? Oui. C'est égal à. Bon. 4,5 pour 1000. Combien? 4,5. 4,5 pour 1000. Pour 1000. Je tiens à vous donner une précision. Pour les naissances vivantes, disons, pour les décès infantiles, on dit X, quand vous calculez, et que l'unité c'est pour 1000 naissances vivantes. Je ne sais pas, pour les naissances vivantes, là, la mortalité infantile, je vais retourner. Quand vous faites le calcul, il faut toujours terminer en disant le chiffre que vous avez obtenu. Si vous avez obtenu 5 pour 1000, vous allez dire la mortalité infantile dans cette population est de 5 pour 1000 naissances vivantes. Parce que c'est exactement comme cela. La mortalité infantile est exprimée à 5 pour 1000 naissances vivantes. Si la mortalité maternelle, vous allez dire 5 pour 1000 naissances vivantes aussi. Ça c'est l'unité d'expression. Maintenant, si on vient à la fécondité, c'est 4,5 pour 1000 femmes en âge de procréer. D'accord. Ça c'est l'unité. 4,5 pour 1000 femmes en âge de procréer. Une petite précision que je tiens à vous donner. On va continuer. Donc, ça, c'est la natalité. On a fait la fécondité. L'indice statistique de fécondité, c'est un indicateur qui est très généralement calculé au cours des enquêtes. C'est des formules très, très mesquines. Et sincèrement, je ne connais pas la formule de calcul de cet indicateur-là. Donc, on va passer. On va chercher. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir dans les IDES, voir comment ça a été calculé. Parce que les IDES donnent toujours les formules. Pour ceux qui sont intéressés. Comme tu bailles là. Les adolescents, c'est-à-dire les jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans, constituent un groupe à risque en matière de fécondité. Pour cette raison, le niveau de leur fécondité occupe une place importante dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et stratégies en matière de la santé de la reproduction. Donc, ça veut dire que dans les EDS, on calcule la fécondité globale, mais dans les EDS aussi, on calcule la fécondité pour la tranche d'âge 15 à 19 ans dans les EDS. Et ça correspond au nombre d'enfants nés vivants de cette tranche-là. Ce n'est pas l'ensemble des naissances vivantes, mais
les naissances vivantes issues de ces femmes, divisé par le nombre de femmes en âge, pas en âge progrès, hein, le nombre de femmes âgées entre 15 et 19 ans. On prend toutes les naissances. Ça, c'est une fécondité spécifique. L'autre côté, on va calculer ça, c'est la fécondité générale. Ça, c'est une fécondité spécifique parce que c'est un groupe cible très vulnérable. Parce qu'on sait que les adolescentes, la grossesse d'une adolescente a beaucoup de risques. Et l'enfant aussi né d'une adolescence aussi court beaucoup de risques aussi. C'est pour ces raisons qu'on calcule la fécondité générale, mais aussi on calcule la fécondité spécifique pour cette tranche d'âge-là. Donc, c'est l'ensemble des naissances vivantes issues de cette tranche d'âge-là sur le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans qui correspond à cette fécondité spécifique. Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu dois parler? C'est écrit le tableau. Lisez le tableau. Tu n'as pas compris. Non, moi, j'aimerais que vous lisez d'abord. Relisez d'abord. Si vous lisez et que vous ne comprenez pas, vous allez poser l'autre question. Il faut lire fort. La connexion est mauvaise. D'accord. Donc ici, j'avais dit que c'est une fécondité spécifique. La fécondité globale, est-ce que tu peux me répondre la formule de la fécondité globale? Comment on calcule la fécondité générale? La fécondité générale, c'est l'ensemble des femmes en âge de pays, multiplié par le taux DDPS. Je vais tout lire. Lis. La fécondité générale correspond au nombre de naissances vivantes rapporté au nombre de femmes en âge de procréer. D'accord. Est-ce que tu peux traduire cette phrase-là avec tes propres mots? Le nombre de femmes, le nombre de naissances vivantes d'une période. Le nombre d'enfants nés pendant une période donnée. Nés vivants, n'est pas oublié. Nés vivants pendant une période donnée. Et le mot rapporte le mot rapporté par quoi? Divisé. Ah, très bien. Divisé par le nombre de femmes en âge de procréer. C'est-à-dire un nombre de femmes qui sont prêtes à donner des enfants. C'est pas d'accord. Donc ici, la fécondité globale, la fécondité générale, c'est le nombre de naissances vivantes divisé par le nombre de femmes en âge de procréer. C'est-à-dire les femmes âgées entre 15 et 49 ans. Vous voyez? Ici, ça c'est l'ensemble des naissances vivantes. Parce que l'ensemble des naissances vivantes sont issues de cette tranche d'âge. Donc, si vous avez compris comment on calcule ici, l'autre là ne doit pas vous poser de problème. Parce que ici, c'est les naissances issues des femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont au numérateur. Au dénominateur, on a les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire les femmes âgées entre 15 et 49 ans. En allant sur cette même base, la fécondité spécifique aux adolescentes, c'est-à-dire les femmes âgées de 15 à 19 ans,
c'est les naissances vivantes issues de ces femmes âgées de 15 à 19 ans, maintenant divisé par le nombre de femmes âgées de 15 à 19 ans. Donc c'est la même logique. L'autre là, c'est l'ensemble des naissances, c'est-à-dire c'est les femmes qui sont âgées de 15 19 ans, maintenant divisé par ces mêmes femmes pas en âge progrès, 15 à 19 ans. On est dans la frontière spécifique maintenant. Dans la spécifique, on s'adapte à la tranche d'âge. Mais dans la générale, c'est l'ensemble. C'est une frontière spécifique qu'on a pris ici. Pour offrir à la population des services de la reproduction de qualité, le ministère en charge de la santé a élaboré des traitements de politiques, normes et procédures depuis 1987, qui sont régulièrement mis à jour pour prendre en compte les nouvelles approches et stratégies. On va terminer ça obligatoirement aujourd'hui. Il est 18h passé, mais on va terminer ça obligatoirement. Donc ici, on est dans les indicateurs de qualité. Ici, ça c'était les indicateurs d'impact. Maintenant, on est dans les indicateurs de qualité. Et pour ce faire, le département de la santé a élaboré des documents qu'on appelle les PNP, c'est-à-dire les documents de politique, normes et procédures, qui sont des référentiels en matière de qualité et SR. La politique définit les missions de la santé de la reproduction, indique les bénéficiaires, décrit les activités, les prestataires et les responsabilités pour l'offre des services de qualité. Bon, je pense qu'on avait tout là-bas. On avait vu ça, non? Donc, comment là? Les normes précisent les types de services offerts, les conditions minimales acceptables de performance et les qualifications requises exigées pour chaque service offert. Les procédures décrivent les gestes logiques et chronologiques nécessaires et indispensables à l'offre des services de qualité par les prestataires. Ouais, on a vu ça. On peut aller rapidement. Les indicateurs de qualité des services. La qualité des services dépend des conditions minimales acceptables de performance, des qualifications requises, exigées pour ces services, du respect des gestes logiques et chronologiques nécessaires et indispensables à l'offre des services par les prestataires. Ainsi, pour apprécier la qualité des services de santé, on utilise en général des indicateurs. Oui, parce que la qualité, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser des indicateurs, comme un indicateur composite, c'est-à-dire un indicateur complexe, qui prend beaucoup d'éléments. On va voir quelques exemples tout de suite. Taux de couverture adéquate en CPN. Nombre de femmes ayant reçu au moins 4 consultations prénatales avec respect des intervalles 1. MLD, c'est moustiquaire imprégné d'insecticides. Une moustiquaire imprégnée d'insecticides, des conseils nutritionnels, un plan d'accouchement, 3 doses de superdoxine pyrimétamine, une dose de 400 mg d'albendazole à partir du deuxième trimestre, des injections de vaccins antitétaniques avec respect des intervalles ou vaccins antitétaniques rappel, un test de VIH et du fer acide folique. Donc voilà un indicateur composite. Un indicateur composite, ça veut dire que ça, un indicateur qui comprend beaucoup d'éléments. Un indicateur qui va aller par élimination. Un indicateur de qualité, c'est le taux de couverture adéquat en CPN. C'est-à-dire, on peut avoir une bonne couverture en CPN, mais est-ce que les CPN étaient adéquates? Donc ici, on va aller par élimination. Premièrement, vous allez commencer à prendre l'ensemble des femmes qui ont reçu 4 CPN. C'est le premier élément. Parce que toute femme qui n'a pas reçu 4 CPN n'est pas dans la couverture adéquate. Une femme qui est limitée à une CPN
elle n'est pas dans la couverture adéquate. Donc, dans la couverture adéquate, vous allez prendre l'ensemble des femmes qui ont eu 4 CPN. Maintenant, parmi ces 4 CPN, est-ce que les intervalles qui ont été dits dans les normes, est-ce que ces intervalles ont été respectés? C'est-à-dire, la première CPN doit se faire. Est-ce que la première CPN a été faite au premier trimestre de la grossesse? Si tel n'est pas le cas, la CPN n'est pas adéquate. Si ça a été fait au premier trimestre, est-ce que la deuxième CPN a été faite au deuxième trimestre? Est-ce que les deux dernières ont été faites au troisième trimestre avec les mois indiqués? Donc, on va aller élimination par élimination. Si toutes ces conditions ont été remplies, est-ce qu'au bout, est-ce que la femme a reçu une moustiquaire, un peu d'insecticide? Ça, c'est la qualité aussi. Ensuite, si cela est acquis, on va vérifier les conseils nutritionnels dans les documents. Est-ce qu'au cours de ces semaines, la femme a bénéficié d'un plan d'accouchement? Si oui, est-ce que la femme a reçu les 3 doses de SP? Donc, on va aller élimination par élimination. Et si oui, est-ce que une dose, ça c'est une faute. Les 3 doses de SP, une dose de 400 mg d'albendazole aussi. Est-ce que la femme a reçu 2 injections de VAT? Bon, ce n'est plus VAT, c'est DT, c'est quoi là? DT, diphtérie tétanos. C'est ça qu'on appelle indicateur composite. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans pour faire la qualité. Professeur? Oui. Les dénominateurs, ça sera sur grossesse attendue, mais il n'y a pas de dénominateur. Il y a un dénominateur. Ici, il peut y avoir 2 types de dénominateurs, mais le mieux, le dénominateur que moi j'ai préconisé, c'est surtout le nombre total de femmes ayant reçu des CPN. Sur combien de femmes ayant reçu les CPN? Parce que celles qui n'en ont pas reçu, ce n'est pas la peine d'aller chercher à voir est-ce que c'est adéquat. Mais les femmes qui ont consulté chez moi, combien ont reçu une CPN adéquate? Je vais mesurer ma qualité. Donc, pour mesurer cette qualité, c'est les femmes qui sont venues chez moi, c'est sur les femmes qui sont venues chez moi que je vais mesurer ma qualité. OK. Donc, le dénominateur ici, c'est les femmes qui ont reçu, là, c'est au moins une CPN. L'ensemble de CPN, OK. C'est les femmes qui ont reçu au moins une CPN qui va constituer le dénominateur. Ça va? Oui, merci, c'est compris. D'accord. Maintenant, couverture effective en protection prénatale. Pourcentage des femmes avec couverture adéquate en protection prénatale et chez qui les facteurs de risque sont recherchés et une décision prise. Donc maintenant, on va voir parmi l'ensemble des femmes qui ont reçu une consultation prénatale adéquate, on va voir maintenant est-ce que les facteurs de risque ont été dépistés. Donc, on va prendre les supports. La fiche CPN. On va prendre la fiche CPN, on va voir effectivement la consultation a été adéquate, mais est-ce que les facteurs de risque ont été identifiés? Donc, si les facteurs de risque ont été identifiés et que des décisions ont été prises, on va dire maintenant que la CPN a été efficace. Donc, dans la CPN, il y a deux notions de qualité. Il y a l'adéquation et l'efficacité. Est-ce que la CPN a été adéquate? Ça, c'est un premier élément de qualité. Mais est-ce que, si elle a été adéquate, est-ce qu'elle a été efficace? C'est-à-dire, c'est pourquoi elle est censée aider. Parce qu'on fait la CPN pour aider à avoir
un enfant vivant à la fin de la grossesse, avoir une mère vivante à la fin de la grossesse. Donc, pour aboutir à ces deux éléments très, très importants, la CPN, c'est là pour dépister des risques et prendre des décisions à temps. Donc, si on a fait la CPN et que la femme n'a pas, et que l'agent qui a fait la CPN n'a dépisté aucun risque, ça veut dire que la CPN a été faite, mais elle n'a pas été efficace. Donc, ça, c'est des éléments de qualité. Ça, c'est des éléments de qualité. Et ça se fait sur la base des supports, d'où l'importance de bien archiver les supports du CPN dans les services. Parce que si les supports ne sont pas archivés, on ne pourra pas avoir ces éléments. Oui, Damele? Oui, vous venez de dire que l'agent n'a dépisté aucun risque. Il n'a recherché ou bien il n'a dépisté? Recherché. Ok, parce qu'il y a la nuance. Parce qu'il peut s'agir qu'il n'y ait pas de risque. Donc peut-être j'ai fait absolument, sinon c'est le mot recherche qui est là. Ok. C'est les facteurs qui est même au tableau. Si j'ai dit dépister, j'ai fait absolument, c'est recherché. Ok, oui, c'est ça. Autant pour moi. Donc, on va continuer comme il est l'heure passée là. S'il y a des questions, on va les recenser pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Couverture vaccinale adéquate chez les enfants. Pourcentage d'enfants complètement vaccinés et ayant reçu une dose de vitamine A, 100 000 unités internationales et insecticides avant le premier anniversaire avec respect des intervalles et des âges de participation et d'administration de la vitamine A. Couverture vaccinale effective chez les enfants. Pourcentage d'enfants avec une couverture adéquate et vaccinés avec les antigènes conservés entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius. Le respect des gestes logiques et écologiques nécessaires et indispensables à l'offre du service par les prestataires doit être observé lors des supervisions. Ceci permet d'apprécier directement la qualité des soins offerts et de faire des feedbacks dans le sens d'une amélioration. Donc ici, tout ce qu'on vient de faire ici, ça c'est les indicateurs qu'on calcule à partir des supports. Mais on peut aussi directement apprécier la qualité en observant l'agent à la tâche. Et pour cela, c'est pour cela qu'on dit d'observer le respect des gestes logiques et chronologiques. Donc quand vous observez un agent à la tâche, il faut voir est-ce qu'il est en train de faire son travail en fonction des gestes logiques. Si c'est une exercice intramusculaire, est-ce qu'il sert avec la main au départ? Bon, pour les exercices intramusculaires, je ne sais pas si les choses ont changé parce qu'autrefois on disait que pour l'intramusculaire, ce n'est pas obligatoire de porter des gants, mais quand il faut, c'est laver les mains. Est-ce que son matériel est stérilisé ou bien désinfecté à haut niveau? Ceci, comment il faut l'observer pour pouvoir dire qu'il a bien fait ça, le geste, il n'a pas fait le geste. Et c'est sur la base d'une grille qu'on élabore avant d'aller. Donc, on prend les normes de procédure, on élabore les grilles et on va observer l'agent à la tâche. Mais il faut maîtriser les grilles vous-même pour que, au moment de l'observation, vous n'ayez pas toujours à jeter un coup d'œil sur le papier. Donc, ça veut dire que l'observateur doit aussi maîtriser le geste à la question. Mortalité mesurée au sein des établissements de santé, mortalité néonatale précoce, morti-naissance, létalité des femmes, prévalence de la fistule obstétricale, prévalence des infections nosocomiales. Voilà que vous voyez la mortalité mesurée au sein des services. Parce que quand vous allez au sein des services, la mortalité, supposons que je suis dans un service de gynécologie, par exemple. Je vais mesurer la mortalité chez les femmes césarisées. Ça, c'est un indicateur de qualité aussi. Si les femmes césarisées,
il y a le taux de létalité est très fort, est élevé, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ce service de gynéco-obstétrique. Donc, la mortalité au sein des services donnés donne une idée sur la qualité des services. C'est ce qu'on dit ici, mortalité mesurée au sein des établissements de santé. La mortalité néonatale précoce aussi donne une idée sur la qualité des services d'accouchement. Surtout, la mortalité, la mortalité-naissance aussi, et donne une idée sur la qualité des accouchements. Surtout, il y a un élément qu'on appelle les morts-nés frais. C'est-à-dire que parce que chaque fois qu'il y a un mort-né frais, c'est-à-dire un mort-né où le fœtus est intact, ça veut dire qu'il y a eu un problème au cours de l'accouchement. La fistule aussi, parce que la fistule, chaque fois qu'il y a une fistule, c'est un échec du service en question. La fistule est un échec des services de santé. Donc, s'il y a beaucoup de fistules, même un cas de fistule au sein des services, c'est un échec de ce service. Donc, la fistule est un indicateur de qualité des services d'accouchement. Les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections post-opératoires, par exemple, ça aussi fait des indicateurs de qualité. Sinon, quelque part, s'il y a beaucoup d'infections post-opératoires, ça veut dire quelque part, la prévention des infections pose des problèmes. Est-ce que, avant l'intervention, est-ce que la salle d'accouchement, la condition d'assurance de la salle d'accouchement, de la salle opératoire est respectée? Est-ce que pour faire les pansements, quelles sont les conditions que les infirmiers et les sages-femmes, dans quelles conditions ces pansements sont faits, disons, ça c'est des éléments de qualité. En conclusion, plusieurs indicateurs sont utilisés dans le domaine de la santé et de la reproduction. Certains peuvent être produits par le système d'information sanitaire de routine et de monitorage. D'autres, par contre, ne sont déterminés que lors des évaluations en fait. Les cas sont dominés par les indicateurs d'impact. D'accord. On va s'arrêter là. S'il y a des questions, on les prépare pour le cours prochain. Mais d'ici là, je vais vous transmettre un exercice sur les indicateurs que vous allez traiter aussi pour le cours prochain. Oh oui, mais je vais donner à Jacques, il va vous les transmettre pour le cours prochain. Ceux qui sont en ligne, allô, professeur. Vers la fin, d'aller rapidement, comme il est l'heure passée. Est-ce qu'on peut avoir, comment dire, le cours? Le cours a été déjà transmis. Oui, quelqu'un même a confirmé. Ah, ok, c'est moi, je n'ai pas reçu. Non, le docteur Ouare, c'est déjà venu. Ah, ok, merci, docteur Damblé, pour la confirmation. Je vais vous transmettre un exercice à traiter d'ici le prochain cours. Ok. Donc, je vais le transmettre à Jacques qui va vous les acheminer. Ah, il n'y a pas de problème. Il faut que chacun traite pour qu'on puisse aller rapidement. Ok. D'accord, merci beaucoup pour votre contribution. Merci, professeur. Mes excuses pour la fin du cours qui a été trop rapide. Merci, professeur. Non, c'est pas... Bonne soirée. Bon retour à la maison. Ok, merci. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, à la semaine prochaine. Les bons dieux sont venus avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas eu coupure. On a eu un début. On a eu un début dysnostique. Il n'y a pas eu d'interruption. On prie pour que ça continue comme ça. Inch'Allah, on le sait ardemment.